Ma première année, c'était la première fois que je vivais loin de chez moi et j'étais censé entrer dans les meilleures années de ma vie. Mais honnêtement, j'étais bien plus stressé à l'idée de partager mon espace avec une parfaite inconnue. Toute cette anxiété a fondu dès que Ria est arrivée le jour de l'emménagement. Elle était discrète, studieuse et presque ridiculement polie. Elle m'a aidé à déballer sans qu'on le lui demande et a même proposé de prendre le lit près de la fenêtre, même s'il recevait la lumière directe. On a parlé de nos filières, d'où on venait, et on a accroché direct, comme si on allait devenir meilleurs amis de dortoir par hasard. À la fin de la première semaine, Ria avait commencé à laisser des petits rappels manuscrits sur notre bureau qui me faisaient me sentir bizarrement choyé. Mais certains moments m'ont déstabilisé. Je l'ai remarqué pour la première fois quand elle était au téléphone avec ses parents. Elle parlait dans son dialecte doux habituel. Soudain, sa voix a pris une note aiguë et rauque, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Quand elle a raccroché, je lui ai demandé si elle clonait souvent des voix comme ça. Elle m'a regardé comme si j'avais deux têtes et a dit qu'elle n'en savait rien. Une nuit, je me suis réveillé à 2h13 avec de faibles chuchotements de son côté de la chambre. Je suis resté allongé dans le noir à écouter Ria se disputer avec quelqu'un. Sa voix oscillait entre douce et tranchante, comme si deux personnes discutaient. J'ai regardé, et elle était seule dans son lit, face au mur. J'ai plissé les yeux, mais je n'ai vu ni téléphone, ni personne. Le lendemain matin, j'en ai parlé. Ria m'a regardé, comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Elle a dit qu'elle ne s'en souvenait pas et qu'elle avait dormi toute la nuit. Elle avait l'air vraiment confuse, alors j'ai laissé tomber. Quelques jours plus tard, les post-it ont commencé à apparaître avec des écritures et expressions différentes. Au lieu de rappel, ils disaient des choses comme « Arrête de la regarder ». Ce n'est pas ton ami. J'en ai trouvé un collé à mon ordinateur portable et un autre dans mon manuel. J'ai demandé à Ria si elle avait vu quelqu'un entrer dans notre chambre. Elle a juré qu'elle n'en savait rien. Le lendemain, j'avais posé ma veste sur ma chaise et je l'ai retrouvée dans mon placard. Mes chaussures passaient de l'entrée à sous mon lit. Des petits trucs que n'importe qui aurait mis sur le compte de l'oubli. Sauf que moi, je savais que je n'oubliais rien. Un après-midi, je rentre de cours, Ria est sous la douche. Je cherchais mon chargeur et j'ai ouvert son placard par erreur. Collé à l'intérieur, une photo de moi, sûrement prise sur Instagram, et en dessous, griffonné « Elle sait ». Je suis resté planté là, à fixer ça, essayant de comprendre. La douche s'est arrêtée. J'ai refermé le placard et je me suis assise à mon bureau, le cœur qui cognait. Quand Ria est sortie, je lui ai demandé direct si c'était elle qui avait mis la photo. Elle m'a regardé comme si j'étais folle. Elle a dit qu'elle n'était jamais allée sur mon Instagram. J'aurais dû partir, mais j'avais 18 ans, je voulais pas faire d'histoire, et une partie de moi croyait encore qu'il y avait une explication. Cette nuit-là, un orage a éclaté et a coupé l'électricité. Tout l'étage est devenu noir. J'étais au lit, sur mon téléphone, quand j'ai entendu des pas tourner autour de mon lit. J'ai gardé ma respiration calme et j'ai fait semblant de dormir. Les pas se sont arrêtés juste à côté de ma tête. J'entendais quelqu'un respirer au-dessus de moi. Une seconde après, j'ai senti le froid du métal contre ma gorge. Ma respiration s'est accélérée quand Ria s'est penchée vers mon oreille et a chuchoté « Tu devais pas le savoir ». Les lumières se sont rallumées et j'ai crié. Ria était debout au-dessus de mon lit avec un couteau de cuisine. Son visage était vide, ses yeux grands ouverts et dilatés. Mes cris ont semblé la sortir de sa transe. Elle a regardé sa main et s'est mise à crier. Elle a lâché le couteau et s'est reculée contre le mur. Elle pleurait et demandait ce qui s'était passé. Pourquoi elle tenait ça? Pourquoi je la regardais comme ça? Elle ne se souvenait vraiment pas m'avoir menacé avec un couteau sous la gorge. L'assistant résidentiel a entendu les cris et est accouru avec la sécurité du campus. Ils ont pris nos dépositions à toutes les deux. Ria était hystérique. Elle répétait qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, qu'elle dormait. Puis les lumières se sont allumées et elle avait un couteau en main. Ils m'ont changé de chambre cette nuit-là. Ria a été emmenée au centre de conseil du campus puis à l'hôpital. J'ai appris plus tard qu'elle avait été diagnostiquée avec un trouble dissociatif de l'identité à 15 ans,
qu'elle suivait un traitement, mais avait arrêté ses médicaments en entrant à la fac. L'autre personnalité était là depuis le début. C'était elle qui écrivait les notes, déplaçait mes affaires et me voyait comme une menace. Et cette nuit-là, pendant la panne, elle avait pris le contrôle total. Ils ont renvoyé Ria le lendemain. Ses parents l'ont retirée de l'école pour qu'elle reçoive un traitement approprié. J'ai eu mon diplôme et je ne l'ai jamais revu. Pendant mes années de fac, j'ai enchaîné les petits boulots et vécu seul dans une chambre hors de prix, incapable de partager mon espace avec qui que ce soit. Impossible de savoir si la personne avec qui je m'endors sera la même à mon réveil. Maintenant, je sais que les gens peuvent avoir d'autres versions d'eux-mêmes qui écrivent différemment, parlent avec d'autres voix et tiennent des couteaux dans le noir. Je me demande ce qui serait arrivé si le courant n'était pas revenu, si ces lumières étaient restées éteintes 30 secondes de plus, si l'autre Ria avait terminé ce qu'elle avait commencé. Heureusement, je n'ai jamais eu à le savoir. J'ai emménagé chez Michael 1 mois après avoir perdu mon boulot à l'entrepôt. J'avais 21 ans, $800 en poche et plus aucune option. L'annonce Craigslist proposait une chambre avec charges comprises pour $300 par mois. C'était louche pour le quartier, mais j'étais pas en position de faire le difficile. Michael a ouvert en t-shirt blanc et jean, des fringues qu'il portait depuis une éternité. Il devait avoir 35 ans, avec un visage banal qu'on oublie facilement. La chambre qu'il m'a montrée était tout aussi quelconque. Juste un matelas par terre, un placard sans porte et une fenêtre face à un mur de briques. Mais à ce moment-là, même cette pièce vide me semblait être ce que j'avais de mieux. J'ai accepté d'emménager le soir même. L'appart m'a tout de suite mis mal à l'aise, sans que je sache vraiment pourquoi. Peut-être le ménage obsessionnel ou le manque de meubles et de déco dans la maison. Le salon avait un canapé, une télé et des murs complètement nus. Quand je lui ai demandé depuis combien de temps il vivait là, le mec a dit 5 ans, mais on aurait dit qu'il venait d'emménager. Cette première nuit, je me suis réveillé vers 2 heures du matin en entendant un murmure quelque part dans l'appartement. Quand j'ai regardé, Michael était dans la salle de bain, lumière allumée, en train de parler au miroir. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais ses lèvres bougeaient et il hochait la tête comme si le reflet lui répondait. J'ai refermé ma porte doucement et je suis retourné me coucher, me disant qu'il était au téléphone ou qu'il répétait quelque chose. Le lendemain matin, à mon réveil, Michael avait déjà préparé du café et m'en a offert une tasse. Pendant que je buvais, il a souri et a dit « Tu devrais regarder plus discrètement la prochaine fois, Clay. » Je suis resté bouche bée. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » J'ai balbutié. « La nuit dernière, quand tu as ouvert ta porte, les gonds ont grincé. » Il a ri en prenant une gorgée. « Mais c'est pas grave. Ils font tous les mêmes erreurs au début. »« Tous qui ?» j'ai demandé. Mais il s'était déjà levé et sorti en fredonnant une vieille chanson. Cette conversation m'avait mis mal à l'aise. Les jours suivants, j'ai remarqué que Michael gardait presque toujours la porte du couloir verrouillée. Quand je lui ai demandé, il a dit que c'était le sous-sol. Il y a des trucs perso et c'est totalement interdit. S'il te plaît, ne descends jamais là-bas, d'accord? Mais je l'entendais y passer des nuits. Je me suis dit que ça ne me regardait pas. Je payais un loyer pour une chambre, ce qu'il faisait dans son sous-sol ne me concernait pas. Puis, une nuit, je me suis réveillé et je l'ai entendu déverrouiller la porte du sous-sol. Je suis resté là dans le noir, écoutant ses pas descendre. Je me suis tourné et retourné. Finalement, la curiosité l'a emporté et je me suis levé. J'ai ouvert ma porte et je suis sorti discrètement. La porte du sous-sol était ouverte, la lumière illuminait l'escalier. J'entendais les murmures de Michael et ses hoquets occasionnels. Il parlait à quelqu'un. J'ai traversé le couloir et descendu les escaliers, veillant à ce que les marches ne grincent pas sous mon poids. En descendant, une odeur horrible m'a donné le vertige. Je me suis couvert le nez avec le coude et j'ai continué. Mon cœur battait plus vite et la bile me montait à la gorge. En bas des escaliers, j'ai vu Michael agenouillé sur le sol en béton, dos à moi. Il sanglotait, serrant quelque chose de long recouvert d'une bâche. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, Dove. Je ne voulais pas, tu dois comprendre. Il fallait le faire. Il a tiré la bâche. J'ai vu ce qu'il y avait dessous et mes jambes ont failli flancher.
C'était un corps en décomposition, à tel point que je ne pouvais pas dire qui c'était. L'odeur m'a frappé et j'ai dû me couvrir la bouche pour ne pas vomir. Michael continuait de lui parler, passant sa main sur ce qui restait de ses cheveux. J'ai sorti mon téléphone d'une main tremblante et commencé à filmer, peut-être 30 secondes avant de remonter les escaliers aussi silencieusement que possible. J'ai réussi à rentrer dans ma chambre et verrouiller la porte avant d'appeler le 911. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine parler. La police est arrivée en 15 minutes. Je les ai rejoints dehors et leur ai montré la vidéo. Ils sont entrés armes au poing. J'ai attendu sur le trottoir, m'attendant à des cris ou une lutte. Mais quand ils ont sorti Michael menotté 5 minutes plus tard, il ne résistait pas. Il souriait, comme soulagé. En passant devant moi, il m'a regardé et a dit « Merci. J'avais besoin que quelqu'un me voie. » Les policiers l'ont emmené à leur voiture. L'un d'eux est resté pour me parler. Ils avaient trouvé le corps d'un homme nommé David, colocataire de Michael depuis longtemps. L'officier a expliqué que Michael avait perdu le contrôle lors d'une dispute violente et avait tué David dans un accès de rage. Il était mort depuis des mois. Michael l'avait gardé au sous-sol tout ce temps. En fouillant l'appartement, ils ont trouvé des journaux remplis de pages sur sa culpabilité. Michael voulait se rendre, mais n'y arrivait pas. Je voulais désespérément que quelqu'un découvre et le force à agir. Il se trouve que c'était moi. Ça fait 1 an et je suis toujours perturbé. Je vis de nouveau chez mes parents, j'ai un nouveau boulot et je vois un psy qui connaît tout ce traumatisme. Mais je n'arrive pas à m'en défaire. Je suis toujours le gamin qui a descendu ces escaliers. Mes parents insistent pour que je sorte et que je vive ma vie, qu'un jour je dois tourner la page, parce qu'ils ne seront pas toujours là pour moi. Je leur dis que rien que l'idée d'avoir un nouveau coloc me file une vraie angoisse.